Bonjour à tous, donc comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, ce sera un comparatif entre trois téléphones, dont l'iPhone 16 Pro Max ou le 16 Pro en fonction de votre budget, le Samsung S24 Ultra et le Google Pixel 9 Pro. On commence avec l'iPhone, donc sur la page Amazon. Vous pouvez voir qu'on le retrouve en format basique avec 128 Go de stockage, une taille qui passe cette année de 6,1 à 6,3 pouces, ce qui ne change pas grand chose, mais on gagne un peu d'écran, donc c'est plutôt cool. On peut voir que l'iPhone 16 Pro commence en version de base à 1229 €, ce qui est un petit peu abusé pour un stockage qui commence à 128 Go. Contrairement à la version Pro Max, elle qui commence à 256 Go de base, mais à un prix de 1479 €. La taille du Pro Max qui, elle, augmente de 6,7 à 6,9 pouces. Alors personnellement, j'ai jamais aimé la version Pro Max parce que je trouvais que c'était déjà trop grand. Mais alors là, que ce soit passé à 6,9 pouces, je trouve ça beaucoup trop grand et pas utile personnellement. Après, ceux qui veulent un téléphone grand avec la meilleure batterie qu'on retrouve sur un iPhone, alors là, il vous conviendra parfaitement. Sur le choix des couleurs, on peut voir que comme chaque année, il n'y en a que 4 pour les versions professionnelles. Cette année, ils ont rajouté le titane sable, que je trouve honnêtement pas dingue. Il a hype pas mal de gens, mais je vois pas trop ce qu'ils y trouvent. Ils ont laissé le titane naturel qui est apparu l'année dernière. Et les deux basiques incontournables, le blanc et le noir qui passent avec tout et tout le temps. Le bouton action qui a été introduit l'année dernière, il est toujours présent. Cette année, il est présent sur tous les iPhone 16, que ce soit le 16 normal, le 16 Plus, le 16 Pro ou le 16 Pro Max, contrairement à l'année dernière où il était présent que sur le 15 Pro et le Pro Max. Il est toujours placé au-dessus des boutons volume, ce qui est bien et qui permet des actions personnalisées et rapides comme les modes de concentration, un enregistrement rapide, l'activation du flash ou la création de raccourcis un petit peu comme on veut. Une des grandes nouveautés de cette année, c'est le bouton caméra control, donc qui permet de contrôler chaque option de la caméra, que ce soit le zoom, les différents tons, les styles photographiques, l'exposition, la profondeur de champ, etc. Alors il y a pas mal de gens qui s'en plaignent en disant qu'il n'est pas facile d'utilisation, qu'il est mal placé, qu'il est trop loin ou trop bas si on veut l'utiliser en format vertical, ou que c'est simplement une perte de temps. Alors moi personnellement je suis à moitié d'accord, c'est vrai que pour s'en servir, il faut avoir le temps, il faut prendre son temps, mais je pense que c'est fait exprès dans le sens où il est plus utile pour les professionnels qui eux vont prendre le temps de s'en servir et vont pas faire leurs photos en 2 secondes comme un utilisateur quotidien. Mais c'est vrai que le faire directement sur l'écran est plus simple et plus rapide. Je trouve que l'ajout est plutôt intéressant et que c'est plutôt cool, ça permet de faire pas mal de choses. Moi personnellement je l'aime bien. Il y a également des nouveautés sur la partie vidéo, particulièrement avec l'ajout de la 4K 120 images par seconde, ce qui permet de faire pas mal de plans en 4K en ralenti. En post-prod, on a également accès à de nouveaux réglages qui sont appelés mix audio. Donc ce réglage-là, il permet de moduler les voix dans les vidéos à l'aide de 3 options vocales. Par exemple, si vous voulez modifier le son en arrière-plan, isoler la voix des personnes cadrées et la prise de vue, il suffit simplement de sélectionner le mix et d'ajuster l'intensité pour obtenir le son qu'on désire. Le rendu est vraiment bien fait. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur internet qui le testent directement. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui testent ce nouveau mode de mix audio. Ils présentent les 4 nouveautés, donc standard, dans le cadre, studio et cinématique, qui permettent de faire différentes choses et qui poussent la vidéo encore plus loin en post-prod, ce qui est vraiment pas mal. On passe maintenant sur le Samsung S24 Ultra, donc qui commence avec 256 Go de base, 12 Go de RAM et 6,8 pouces. Un peu plus petit qu'un 16 Pro Max, mais vraiment très léger. Le design toujours carré, mais qui fait le taf. Et le S Pen fourni avec qui permet de gérer toutes les fonctionnalités du téléphone. Au niveau des couleurs, on a des basiques comme le gris et le noir, ou des couleurs un peu plus spéciales comme le bleu, le vert, l'ambre, l'orange et le violet titane qui sort du lot et que je trouve vraiment pas mal. Alors que pourtant j'ai plutôt des préférences sur les couleurs de base comme le noir, le blanc ou le gris. Le S24, il est pas mal boosté à l'IA, il permet pas mal de fonctions comme par exemple d'entourer un objet pour le rechercher directement sur internet, la traduction automatique et instantanée d'un appel, faire du résumé de notes, l'assistant photo qui permet de faire des retouches simples et efficaces comme déplacer une personne sur une photo à un autre endroit, l'assistant des messages qui permet la traduction automatique également. Il y a vraiment pas mal de choses sur ce téléphone qui sont vraiment intéressantes, surtout si on est vraiment intéressé par l'IA, la technologie et les choses qui se font de plus récentes. Pour terminer, on passe sur le Google Pixel 9 Pro, qu'on retrouve sur Amazon à 1199 € en version standard, donc à 6,3 pouces, mais il existe une version XL qui fait elle 6,9 pouces. La version de base se retrouve à 256 Go et avec une batterie qui tient 24 heures selon les promesses faites par Google. Alors niveau couleur, c'est un peu comme iPhone, c'est assez limité contrairement au Samsung qui propose pas mal de couleurs.
Là, on se retrouve avec 4 couleurs différentes, comme le noir, le porcelaine, le quartz rose ou le vert sauge. Alors, je ne sais pas où ils trouvent leur nom à chaque fois. Peu importe la marque, ils nous sortent des noms assez spéciaux à chaque fois, ça me fait plutôt rire. Alors, sur la partie photo du Pixel 9 Pro, on retrouve un triple module qui est le même que celui du modèle XL, donc du modèle plus grand. On retrouve également un objectif principal de 50 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 48 mégapixels et un téléobjectif à zoom optique x5, ce qui permet de zoomer un maximum sans perdre de qualité vidéo parce que ce n'est pas un zoom numérique. Alors là, vous allez me dire, ok, c'est très bien, on a vu les principales qualités que chaque téléphone, mais lequel on choisit? Alors ça va dépendre de vous. Par exemple, si vous êtes déjà un utilisateur ancré dans l'écosystème Apple, que vous avez déjà peut-être un ou deux produits ou simplement juste un iPhone mais qui vous convient parfaitement, ou pour les vidéastes ou ceux qui recherchent une expérience fluide, sécurisée et avec une qualité vidéo qui sera vraiment parfaite, l'iPhone 16 Pro Max ou 16 Pro tout simplement, il sera vraiment parfait pour vous. Il se distingue avec une intégration parfaite et optimisée avec les autres produits Apple et une simplicité d'utilisation, ainsi qu'une durabilité qui devrait tenir vraiment plusieurs années facilement. Assez longtemps, sachant que Apple a tendance à faire durer les mises à jour longtemps, même sur des iPhones qui commencent à se faire vieux. Si en revanche vous êtes plus la team Android et vous cherchez un smartphone à la pointe de la technologie qui sera polyvalent, performant, là le S24 Ultra, ce sera un choix vraiment parfait pour vous. Il combine puissance, flexibilité, photographie parfaite avec un zoom de qualité, une personnalisation étendue grâce à One UI. Son écran, c'est l'un des plus aboutis du marché. C'est un excellent compagnon pour ceux qui apprécient les écrans immersifs et les fonctionnalités de productivité, notamment grâce au S Pen qui est directement intégré au téléphone. Alors, pour ceux qui recherchent la simplicité d'un Android pur et une expérience photo optimisée par l'IA, le Google Pixel 9 Pro, ça sera un excellent choix. Donc grâce à son intelligence artificielle Gemini, il excelle en photographie tout en garantissant une intégration fluide grâce au service de Google. Il est adapté aux passionnés de photographie, aux utilisateurs fidèles de Google et ceux qui privilégient la simplicité d'une expérience Android fluide sans compromis sur les performances et la qualité photo. La vidéo est donc terminée. Si jamais vous avez des questions, allez en commentaire, il n'y a pas de souci. S'il y a des gens qui ont les réponses, n'hésitez pas non plus à leur répondre. Ça aidera tout le monde. Bref, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et à la commenter. Bye les gens.